Dans les montagnes Rocheuses, à l'extrême nord-ouest des États-Unis, s'étend le parc de Yellowstone. Il abrite des prédateurs et leurs proies. La richesse de la faune et de la flore y est unique en son genre. C'est un paysage marqué par les extrêmes, glacial en hiver et chaud durant la courte saison d'été. Dans cette nature sauvage, la survie est un combat quotidien. Le parc de Yellowstone est une création de l'homme. Et dans l'esprit de ses fondateurs, le loup n'y avait plus sa place. Il l'a éliminé, ce qui a totalement perturbé l'équilibre du milieu. Mais le loup est de retour. Pourquoi? Et avec quelles conséquences? Nous sommes en novembre. Un coyote en chasse. Il avance prudemment. Pourquoi cet accès soudain de panique? Un loup. C'est lui qui fait fuir le coyote. Ils sont ennemis depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, le parc compte à nouveau 10 meutes, dont celle de Wapiti Lake. À sa tête, une louve blanche de 8 ans, la femelle Alpha. Au sein de la meute, la hiérarchie est stricte et essentielle. La survie du groupe en dépend. La louve blanche règne sur 20 individus. Son territoire s'étend à perte de vue. Les fiers wapitis sont ses proies principales. Lorsqu'il chasse, un loup peut parcourir 30 à 40 km en une journée.
Un cerf mulet a été repéré. Les grands carnassiers flairent leur proie à une distance de 2 à 3 km. Les loups ne sont pas d'excellents chasseurs. Seulement 15 à 20% de leurs attaques aboutissent. Et aujourd'hui, la chance n'est pas avec eux. Ce wapiti aussi réussit à leur échapper dans ce ruisseau trop profond pour eux. Les loups restent le ventre vide. Yellowstone est le plus ancien parc national au monde. Il repose sur un supervolcan gigantesque, toujours en activité. À quelques kilomètres à peine sous la surface de la Terre, une monumentale chambre magmatique. Au centre du parc s'élèvent les sifflements et la fumée de 3000 geysers et près de 10 000 sources géothermales. La roche jaune, riche en soufre du canyon de la rivière Yellowstone, a donné son nom au parc. Le parc a été créé en 1872. Pour ses fondateurs, les grands prédateurs n'avaient pas leur place dans ce paradis dédié à l'agrément des familles. Ils ont été traqués sans pitié. Un parc de loisirs sans danger. For Yellowstone is a world apart. Nowhere else on earth does one find such thundering geysers and delicate hot springs. Les grizzlies et les ours noirs y ont été épargnés parce qu'on les trouvait mignons. Mais tous les autres prédateurs, loups en tête, ont été abattus. Sans le savoir, les autorités ont ainsi rompu un fragile équilibre. Les wapitis, privés d'ennemis naturels, ont alors commencé à proliférer, avec des conséquences dramatiques. Le dernier loup a été abattu en 1926. À cette époque, le gouvernement classait les grands prédateurs parmi les mauvais animaux. Peu de temps après l'élimination du dernier loup, le dernier puma a été tué. Les populations de coyotes, de lynx, de gloutons ont également été décimées. Les ours ont été épargnés, mais la plupart des autres carnivores ont vu leur population drastiquement baisser. Le nombre de wapitis, lui, a explosé, du fait de cette distinction arbitraire entre bons et mauvais animaux. Dans les années 50 et 60, des battues ont été organisées pour réguler leur population, mais sans succès. La diminution du nombre de carnivores a tellement transformé l'écosystème du Yellowstone qu'on en paye encore le prix aujourd'hui.
L'éradication du loup a déclenché une réaction en chaîne aux conséquences spectaculaires. Dans les années 70, une des hardes de Wapiti pouvait compter plus de 20 000 individus. Ces herbivores broutaient tout sur leur passage, laissant derrière eux une végétation rabougrie. À titre de préservation, certains espaces ont été clôturés. On y voit aujourd'hui une forêt, alors que tout autour s'étend une steppe rase. Ces paysages dévastés sont la conséquence du surpâturage par les wapitis. Mais les wapitis ne sont pas les seuls responsables. Les bisons mettent eux aussi l'écosystème du parc en péril. Avant l'arrivée des colons blancs et l'instauration d'une politique d'abattage systématique, ils étaient encore 30 millions. En 1902, il n'en restait que 23 spécimens dans le Yellowstone, cachés dans une vallée isolée. Cela leur a permis d'échapper à l'extinction. Sans prédateurs naturels, ils sont aujourd'hui près de 4000 individus et contribuent à détruire ce parc qui leur a autrefois sauvé la vie. 500 à 900 kilos de chair et de muscles piétinent les rives et les lits des cours d'eau. Partout où les bisons passent, ils laissent derrière eux un désert écologique. Le lit de cette rivière s'est creusé. L'érosion progresse, les poissons ont déserté le cours d'eau. Et les immenses troupeaux de wapitis ont été chassés par des bisons. Bob Bechta étudie les conséquences dramatiques de l'élimination des loups sur l'écosystème du parc. Depuis que le nombre de bisons a augmenté, nous avons les mêmes problèmes qu'avec les wapitis, mais en pire. Car en de nombreux endroits, leur impact sur la végétation et les cours d'eau est bien plus dévastateur. Les bisons sont à demeure toute l'année et les plantes n'ont pas le temps de se développer. Elles ont à peine repoussé qu'elles sont à nouveau dévorées. Regardez le cours de cette rivière. On voit parfaitement bien le tassement du sol et le glissement de la rive. C'est bien plus marqué qu'avec les wapitis. L'érosion gagne davantage de terrain et plus rien ne pousse au bord de cette rivière. La végétation a disparu. Les bisons font la même chose que les wapitis à la fin des années 90, mais en plus destructeur. Les plantes sont exposées en été à un pâturage intensif auquel elles ne sont pas adaptées. L'ensemble de la végétation se transforme et il y a un déficit en arbres dans la vallée. Là-bas, vous pouvez voir des peupliers. Ils datent de l'époque où les loups étaient encore là. Ils poussaient très bien en ce temps-là. Puis les loups ont été éliminés et les wapitis se sont mis à manger les jeunes pousses. Aujourd'hui, les bisons font exactement la même chose. Sur ce petit îlot protégé au milieu de la rivière, des buissons de saule et quelques trembles arrivent à pousser. Témoins de ce désastre, les scientifiques ont donc été très étonnés de constater que dans les vallées voisines, la végétation semblait récupérer tout doucement. Est-ce le signe d'une régénération de l'ensemble de l'écosystème? Peu à peu, les chercheurs ont percé à jour le fonctionnement complexe du Yellowstone. Et ils en ont conclu que le miracle auquel on assiste aujourd'hui est lié au retour du loup. Nous avons essayé de nous faire une image du Yellowstone tel qu'il était avant l'élimination des bisons et des grands prédateurs. Élimination qui a précipité l'écosystème dans le chaos. Ces buissons de saule sont des témoins importants pour les chercheurs. Ils leur permettent de comprendre ce qui s'est passé à la fin des années 20, après l'éradication du loup.
En automne, nous venons pour faire des mesures à la fin de la période de croissance. On part du haut et on mesure les anneaux de croissance annuels, puis plus bas, les cicatrices laissées par les bourgeons. Chaque année se matérialise par une cicatrice sur la plante. On regarde aussi si elle a été grignotée au cours de l'année. Ce saule a entre 12 et 15 ans. On sait tout ce qui lui est arrivé sur cette période. Les années où il a été brouté, celles où il est resté intact. Si l'on étudie un grand nombre de plantes sur une même zone, on obtient alors une vision globale de ce qui s'y est passé. Dans le nord du parc, quelques peupliers épars. Ils ont entre 70 et 90 ans. À côté, des buissons de saules. Et dans une vallée voisine, celle de la rivière Valley, presque plus rien ne pousse. À première vue, deux types de couvertures végétales très différentes. Toutes nos données indiquent qu'il y avait autrefois ici plein de buissons de saules, ainsi que des trembles et des peupliers. Tous se développaient harmonieusement et atteignaient leur taille adulte. Puis il y a eu une rupture brutale, lorsque les loups ont disparu du parc. Les loups ont été réintroduits dans le parc en janvier 1995. Un projet inédit à l'époque et qui suscite toujours des polémiques. Les loups, issus du Canada, sont restés 10 semaines dans des enclos, le temps qu'ils se familiarisent avec leur nouvel environnement. 41 loups ont été relâchés entre 1995 et 1997. 70 ans après leur disparition. L'objectif était de rétablir l'ordre naturel à l'intérieur du parc. Car en l'absence du superprédateur, le loup, le système ne fonctionnait plus. Le regard posé sur les prédateurs a évolué au fil du XXe siècle. Les gens ont commencé à revoir leur conception sur les prédateurs et à réfléchir à quoi ils servaient. Bref, les mentalités ont changé. Mais personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Les écosystèmes sont complexes. La réintroduction des loups étant très controversée, toutes sortes de prévisions ont circulé. On se demandait quel allait être l'impact des loups sur les populations de wapitis, l'impact sur l'économie, l'impact sur le bétail, l'impact sur les grizzlies. Mais personne ne s'était encore demandé quelle serait l'influence sur l'écosystème. C'était trop compliqué et on n'avait aucune certitude. On ne savait même pas si la réintroduction allait marcher. « 41 loups allaient-ils réussir à réguler les populations de wapitis et à faire baisser la pression sur la végétation ? Les proies étant présentes en abondance, la population de loups passe, en seulement quelques années, à plus de 170 individus. Et ils ont fait ce que l'on attendait d'eux. Les effectifs des wapitis ont chuté de 20 000 à 6 000 bêtes. Même si toutes les attaques n'aboutissent pas forcément. En été, le véritable maître des lieux dans le parc de Yellowstone, c'est lui. Le puissant grizzly, un redoutable prédateur. Même les loups battent en retraite
à la vue de ces colosses. Le nombre de grizzlies n'a cessé d'augmenter depuis les années 70. Et lorsque les humains ont cessé de les nourrir, ils ont retrouvé leurs instincts naturels. Fini le gentil gros nounours. Quand les températures chutent, le parc devient un paysage de neige féerique. Les ours se préparent à hiberner. Pour d'autres animaux, la lutte pour la survie continue. Un loup a sévèrement blessé ce wapiti. Une aubaine pour les coyotes. Ils devront cependant attendre que la proie s'effondre sur la rive pour la dévorer. Les coups du sort et les catastrophes n'ont pour l'instant jamais eu raison du parc national de Yellowstone. En 1988, il est ravagé par les pires incendies de forêt de son histoire. Plus d'un tiers de la surface est touché ou détruit par les flammes. Depuis, la plupart des zones sinistrées ont réussi à renaître de leurs cendres. Depuis quelques jours, la louve blanche séjourne à nouveau avec sa meute dans le nord du parc. La survie de l'espèce repose sur la famille, la cohésion, une structure sociale efficace. Le rituel matinal des salutations. C'est l'occasion de renforcer les liens au sein du groupe, mais aussi pour les plus jeunes de signifier leur soumission à la hiérarchie. La louve blanche et le loup noir. Ils sont à la tête de la meute depuis 2 ans à peine.
Il y a 1 an, les scientifiques ont équipé cet animal d'un collier émetteur. C'est la fille de la louve alpha. Les loups blancs sont extrêmement rares au Yellowstone. La mère de la louve alpha était également une louve blanche. Elle est entrée dans la légende du parc. Une véritable dynastie familiale qui a été frappée par un drame il y a quelques mois. La mère de la louve blanche a régné sur une meute pendant près de 10 ans. Les visiteurs l'appelaient respectueusement la Dame Blanche. En avril 2007, elle a été retrouvée à la frontière du parc, blessée par balle par des inconnus. Les rangers ont dû la piquer pour abréger ses souffrances. La Dame Blanche est morte à l'âge de 12 ans, 2 fois plus que la durée de vie moyenne chez les loups. Avant la mort de la mère, la jeune louve blanche avait pris la tête de la meute. Les loups solitaires n'ont pratiquement aucune chance de survie. Dans le parc, les loups ne sont pas traqués par les hommes, mais il y a des rivalités terribles entre les différentes meutes, que ce soit pour la défense ou la conquête d'un territoire, ou pour la chasse. La structure rigide de la meute est donc un gage de sécurité. Sans compter que pour attraper des proies de grande taille, les loups doivent chasser en groupe. Deux jeunes loups sont réprimandés par la femelle alpha. Par leur comportement de soumission, ils signalent qu'ils acceptent l'autorité. C'est ainsi que se règlent la plupart des conflits au sein de la meute. Ce coyote aimerait bien récupérer une partie de la proie des loups. Mais il craint leur retour. Et choisit finalement de prendre la poudre d'escampette. Les loups hurlent pour marquer un territoire. Leurs cris sont audibles à 10 km à la ronde. L'été dernier,
La louve blanche sillonne la vallée Hayden. Il y a 4 mois, elle a mis au monde 7 louveteaux. La meute du lac Wapiti fait maintenant ses premières sorties avec les petits. Elle est composée de 20 individus. C'est la plus importante du Yellowstone. Quelques semaines plus tard, les louveteaux ont déjà bien grandi. À 6 mois, ils ont presque atteint la taille adulte. Pour la louve blanche, le moment est venu de préparer sa meute aux rigueurs de l'hiver. L'entraînement à la chasse des jeunes loups passe par le jeu. Des conflits avec d'autres meutes peuvent éclater à tout moment, car il y a une concurrence pour la nourriture. Dans ces moments critiques, seule l'union fait la force. Retour à l'hiver. C'est la période où certains animaux du parc en viennent à s'affronter brutalement. Les mouflons d'Amérique du Nord sont en pleine saison des amours. Les femelles diffusent une odeur. Une odeur qui fait grimper le taux de testostérone chez les mâles et donc leur agressivité. Les femelles ne sont fertiles que quelques jours par an. Sur ce versant réchauffé par le soleil, c'est l'heure du combat final. Un jeune mouflon lance les hostilités. Ces cornes pèsent 15 kilos. Elles servent à la fois d'armes et de bouclier dans la lutte pour s'approprier la femelle. Pour un homme, un tel choc pourrait s'avérer mortel. Le plus jeune mouflon croit avoir atteint son but. Mais la bagarre est loin d'être terminée. Et c'est finalement le plus âgé qui l'emporte. La meute de la louve blanche a bien résisté aux premiers mois d'hiver. Mais il y a un problème. Un jeune loup, ici à gauche, est apparemment exclu par le groupe. Queue entre les jambes,
posture de soumission en témoigne. Ses tentatives de rapprochement échouent. Nouvel essai le lendemain. Mais les autres continuent de l'ignorer. Soudain, la fille de la louve blanche s'en prend à lui. Le jeune loup capitule et se soumet. De plus en plus agressifs, les loups s'acharnent maintenant sur l'indésirable. Les conflits entre congénères sont la principale cause de mortalité chez les loups du parc. Cette fois, le clan a opté pour l'exclusion. Le non-respect de la hiérarchie était peut-être à l'origine du conflit. Blessé, le loup bat finalement en retraite. En décembre, le thermomètre descend jusqu'à moins 30 degrés dans le parc de Yellowstone. La vallée de la Lamar, c'est le territoire de la plus petite meute du parc. Elle ne compte que 3 loups. Elle est dirigée par une louve alpha âgée de 7 ans, la louve 926. « 926 comme le numéro de son collier émetteur. Ces dernières années, elle a réussi à survivre à de nombreuses attaques de meutes rivales. 3 de ses partenaires alpha sont morts et elle a perdu tous ses petits, à l'exception d'une femelle. Il y a 2 ans, tout semblait pourtant aller pour le mieux. Que s'est-il passé? Cet hiver-là, la louve alpha s'était accouplée avec un des loups de sa meute. Mais aucun de ses petits n'a survécu.
L'hiver suivant, la meute a été attaquée par une bande rivale et s'est retranchée en bordure de son territoire. Au printemps 2017, le loup alpha de la meute est atteint par la maladie de Carré, une affection très contagieuse. La louve 926 est elle aussi touchée. Une nouvelle fois, elle perd tous ses petits. L'été venu, elle n'a plus que la peau sur les os. Son partenaire, le loup alpha, erre péniblement à travers la vallée. La maladie l'affaiblit de plus en plus. Son agonie durera 10 jours. Il meurt fin août. Cinq mois plus tard, les 3 survivants de la meute ne sont pas encore tirés d'affaire. Il ne reste que la louve alpha 926, sa fille, et un mâle. Si les 2 femelles devaient attendre des petits au même moment, elles n'auraient que ce seul mâle pour les protéger et les nourrir. Les tempêtes de neige s'ajoutent encore à leur peine. Yellowstone se transforme en un désert de glace. Même les puissants bisons ont du mal à affronter les éléments. La louve alpha 926 avance difficilement dans la neige profonde. Les wapitis ne sont pas des proies à la portée d'un loup isolé. La meute progresse des jours entiers dans la tempête de neige. Et toujours pas la moindre proie à se mettre sous la dent. L'hiver dans les montagnes rocheuses met tous les animaux à rude épreuve. À la faveur d'une accalmie,
les coyotes découvrent le cadavre d'un bison. Même au sein d'une même espèce, les animaux affamés se disputent impitoyablement la nourriture. Les 3 loups s'enfoncent encore plus profondément dans les forêts, avec l'espoir de trouver quelque chose à manger. Le parc national de Yellowstone s'est visiblement transformé depuis la réintroduction des loups. Peuvent-ils remédier au déséquilibre que l'humain a provoqué en éradiquant la plupart des prédateurs? Le loup a été réintroduit pour tuer, et il s'acquitte bien de cette tâche. Depuis la sédentarisation des hommes et les débuts de l'élevage, le loup est devenu l'ennemi à abattre. Il symbolise aussi ce qu'il y a d'inquiétant dans la nature. Il cristallise nos peurs les plus irrationnelles et il est la vedette de récits épouvantables. Les loups ont une technique de chasse des wapitis bien rodée. Ils effarouchent le troupeau, repèrent un animal faible et malade, puis essaient de l'isoler du reste de la harde. La plus grande prudence s'impose, car un coup de sabot peut être mortel. Les loups ont poussé un wapiti dans la neige profonde. Pour lui, il n'y a plus d'échappatoire. Les prédateurs se partagent la proie. Les scientifiques cherchent à comprendre l'influence exacte des prédateurs sur l'écosystème. Tous les hivers, ils capturent quelques loups. On leur met des colliers émetteurs. Ça nous permet de les retrouver pour les étudier. Sinon, on perd facilement leurs traces. Alors qu'avec ça, on peut les suivre. Les colliers sont reliés à des satellites et ils nous livrent des données importantes sur ce que font les loups et aussi sur les endroits où ils ont tué des proies. Notre travail sur les loups repose entièrement sur ces colliers. C'est compliqué et cher, mais il faut le faire. Doug Smith pilote depuis 1995 le programme Loup au Yellowstone. Proies chassées, comportement social, développement de la population, des données précieuses sur les loups ont ainsi pu être rassemblées ces 20 dernières années. Le marquage est notre activité la plus importante et c'est difficile. Les loups ne veulent pas être attrapés. Alors on les survole en rase-motte avec un hélicoptère et on les endort avec un fusil à fléchette anesthésiante. Aujourd'hui encore, le retour des loups dans le parc de Yellowstone fait polémique. Des éleveurs redoutent qu'ils ne viennent égorger leurs bêtes. La haine du loup est tenace ici, dans l'Ouest américain. Seul un travail d'information systématique sur le rôle des grands carnassiers
permettra de faire comprendre à un large public qu'il est nécessaire de les protéger. À l'extérieur du parc, dans les États voisins, la chasse au loup reste autorisée. Le marquage cause un stress énorme aux animaux. Doug Smith et son équipe en sont conscients. L'anesthésie dure 30 minutes. Il faut aller très vite. Aujourd'hui, c'est la pile du collier qui doit être changée. Les loups ont droit à un programme complet. D'abord, on leur met un collier. Puis on fait une prise de sang pour déterminer l'état de santé de l'animal, les maladies auxquelles il a été exposé et son type génétique. Nous avons ainsi à disposition tous les pédigrés des loups sur lesquels nous travaillons. Ensuite, on fait des mesures. On les pèse et on contrôle leurs dents, la longueur et largeur des pattes, etc. On fait ce protocole complet avec chaque loup capturé. Grâce à ça, nous avons probablement la plus importante banque de données au monde sur les loups. Ah, ils apportent un autre animal. Je pense qu'on est en sécurité ici. Les examens s'enchaînent rapidement pour que les loups ne prennent pas froid et qu'ils aient ensuite le temps de se remettre. There it is. Nice. Yeah, stick that somewhere, I guess. I know, I have got 3 of them. Oh, okay. Where's the other big one that you It's in the have? very out pocket. Okay, we're done here. L'équipe soigne aussi les loups. Cette fois, c'est une infection oculaire qui doit être traitée. Les incisives sont très peu usées, pas de dents cassées ou ébréchées. Certains visiteurs et amis des loups voient d'un mauvais œil ces interventions humaines. Mais pour les scientifiques, qui dit protection efficace, dit collecte systématique de données. 39.1. Sans ça, comment mesurer l'impact des loups sur l'écosystème et démontrer l'intérêt de leur réintroduction et de leur protection? Les loups ont désormais ramené la population de Wapiti à un niveau qui permet au parc de se régénérer tout doucement. Mais ce qui a créé la surprise, c'est que le retour du loup dans le parc de Yellowstone a eu des retombées bénéfiques sur tous les animaux. La meute de Wapiti Lake au petit matin. Comme chaque jour, après le rituel des salutations, les loups se mettent à hurler. Ils font entendre que ce territoire leur appartient. Les Wapiti qui paissent à proximité les ont repérés depuis longtemps. Les loups ne sont pas des chasseurs endurants qui fatiguent leurs proies avant de les capturer. Au contraire, leurs attaques sont fulgurantes pour éviter de trop dépenser d'énergie.
Il se contente même parfois d'effaroucher un troupeau, en espérant qu'il y aura un animal affaibli dans le lot. La meute de Wapiti Lake se déplace en ordre à travers le parc. En quelques jours, elle est capable de parcourir de grandes distances. Il lui arrive parfois de s'aventurer sur le territoire d'autres meutes. Souvent des lieux que la louve blanche a fréquentés dans son enfance avec sa mère, la célèbre Dame Blanche. En temps normal, les loups ne s'en prennent pas aux bisons. Ces ruminants, qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne, sont extrêmement dangereux pour eux. Mais comme il y a de moins en moins de wapitis au Yellowstone, les loups sont bien obligés de chasser d'autres proies. Les gros bovidés savent se défendre. Les loups sont conscients du danger. La meute de Wapiti Lake attaque maintenant un autre groupe de bisons. Elle a repéré de jeunes animaux. Leur tactique consiste à disperser les bovidés. Les loups ont réussi à en isoler un. Mais pas pour longtemps. Il retourne dans le giron protecteur du troupeau. Affamés, les loups se remettent en marche. C'est là qu'ils découvrent une bête blessée. Une aubaine. Depuis le début de l'hiver, la louve blanche a toujours réussi à trouver suffisamment de nourriture. Elle a su préserver la cohésion du groupe et le prestige du couple alpha. Un jeune loup profite d'une halte pour explorer les environs. Il trouve les restes d'un wapiti. Un coyote s'approche. Il n'a manifestement pas froid aux yeux. Il s'approprie un os en urinant dessus. Il n'y a pas plus clair pour faire valoir ses droits. Le jeune loup ne réagit pas. Un individu plus âgé aurait chassé le coyote depuis longtemps, voire tué.
L'intrus sait qu'il ne doit pas aller trop loin, car un jeune loup aussi peut perdre patience. Le coyote prend donc ses distances. La meute de Wapiti Lake poursuit sa route. Les loups plus âgés veillent à ce que les plus jeunes ne restent pas à la traîne. À cette époque de l'année, les loups parcourent des distances considérables à la recherche de proies. Ce n'est qu'à la fin de l'hiver que les louves gestantes se retirent dans une tanière pour mettre au monde leurs petits. La meute se sédentarise alors jusqu'à l'été. Depuis leur retour, les loups n'ont pas seulement décimé les wapitis. Ils ont accompli quelque chose de bien plus étonnant. Ils ont transformé le cycle écologique de l'ensemble de la faune du Yellowstone. Ainsi, le nombre de coyotes a pratiquement été divisé par 2. Les coyotes, qui chassent principalement des petits rongeurs, ont mis au point une technique particulièrement sophistiquée. Qu'est-ce qui a changé depuis que les loups ont tué presque la moitié des coyotes? Moins de coyotes, cela signifie moins de prédateurs pour les souris et les petits rongeurs, qui désormais survivent et se reproduisent plus aisément. Le nombre de pikas américains, de lièvres et de spermophiles est également en hausse. Du pain béni pour les renards, qui ont davantage de petites bêtes à se mettre sous la dent. Et les renards se multiplient car les coyotes sont moins nombreux à les chasser. Une évolution qui profite également à l'aigle royal, car il trouve plus de petits rongeurs. Celui-ci vient de repérer un renard qui dévore un wapiti tué par les loups. Le renard ne peut rien faire contre les serres acérées de l'aigle royal. Depuis le retour des loups, le nombre d'aigles royaux, de pigargues à tête blanche et autres oiseaux de proie n'a cessé d'augmenter. Leur nourriture est devenue plus abondante du fait de la présence accrue de rongeurs et de cadavres d'animaux. Le retour du loup a déclenché une réaction en chaîne. Sa réintroduction semble être bénéfique à tous les animaux de la chaîne alimentaire du parc, des rapaces aux plus petits animaux. L'amélioration est particulièrement sensible chez l'élan. Ce cervidé se nourrit principalement de buissons de saule. Des buissons qui ont recommencé à pousser depuis le déclin des populations de wapitis dans certaines parties du parc.
Cela prouve que le loup contribue à rééquilibrer tout l'écosystème, y compris sa flore. En été, la reprise de la végétation saute aux yeux. Les élans ne sont pas les seuls à avoir plus à manger. Et même si tout ne s'explique pas par le retour des loups, leur impact est indéniable. Cette photo a été prise en 2004. Une dizaine d'années plus tard, un épais sous-bois recouvre la zone. Cette photo aussi date de 2004. Et aujourd'hui, les buissons de saule mesurent 2 mètres de haut. 2 mètres, à première vue, ce n'est pas beaucoup. Mais pour la première fois en un siècle, trembles et buissons de saule se remettent à pousser dans le parc de Yellowstone. Pour le chercheur Bob Bechta, c'est une révolution. J'observe cette vallée depuis maintenant plus de 10 ans. Dès le début, j'ai constaté que les buissons de saule commençaient à récupérer, notamment au milieu de cette vallée. Sur le versant aussi, les trembles se remettaient à pousser. Avant, les trembles et les saules étaient minuscules, mais depuis une dizaine d'années, ils ont repris de la vigueur grâce au retour des loups dans le parc. Dans ce type d'écosystème, la diminution du nombre d'herbivores entraîne toujours la reprise de la végétation. Comme le pâturage devient moins important, on assiste à une explosion de jeunes plants. On a maintenant des saules qui font 3-4 mètres, voire plus par endroit. Les trembles sur ce versant mesurent probablement 4 ou 5 mètres. C'est une incroyable success story et elle semble avoir commencé avec le retour du loup. N'aurait-on pas monté en épingle l'influence du loup? En arrivant dans le parc de Yellowstone, il se peut que vous observiez des zones où rien n'a changé. Vous pouvez donc légitimement vous demander si les loups ont réellement un impact. Nos études montrent néanmoins que le couvert végétal du parc se régénère et se propage au fil du temps. Quand je suis revenu dans le parc cette année, j'ai vu les plus beaux peuplements de trembles qu'il m'ait été donné de voir. Et je viens ici depuis une vingtaine d'années. Même si les zones où la végétation a repris ne s'étendent que très lentement, elles jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Il s'agit de niches d'une très grande richesse. Ces rives sont les hauts lieux de la biodiversité. Ils sont fréquentés par les oiseaux et de nombreux autres animaux sauvages. Leur régénération est donc d'une importance capitale pour de nombreux animaux du parc et alentours. Avec les buissons de saule sont réapparus les castors. Ces rongeurs sont de véritables architectes de la nature. Les buissons de saule et de tremble constituent l'essentiel de leur nourriture. Ils leur servent aussi à la construction de barrages, très utiles pour transformer les petits ruisseaux en étangs.
Des plantes y poussent, donnant naissance à de nouveaux biotopes pour de nombreux autres animaux. Le retour des castors est intéressant. Et on peut d'ailleurs se demander s'il est lié au loup. Moi, je pense que oui. Il y a un lien, même si d'autres facteurs entrent également en jeu. C'est ce que nous appelons une cascade trophique. Les loups mangent les wapitis et les wapitis mangent les saules. Les castors se nourrissent eux aussi de saules. Ils sont donc en concurrence avec les wapitis. Alors, si les loups font baisser le nombre de wapitis, les saules peuvent repousser et les castors reprennent du poil de la bête. Cette cascade trophique est une découverte scientifique des plus fascinantes. La réintroduction des loups dans l'écosystème du parc a provoqué une réaction en chaîne. Le retour des castors a accéléré les changements. Ils ont contribué à la formation de biotopes humides où s'ébattent toujours plus d'espèces de poissons. Et tout doucement, le paysage s'est transformé. Une cascade trophique se joue à 3 niveaux. Tout en haut, il y a les prédateurs, autrement dit ici les loups. Viennent ensuite leurs proies. Et tout en bas, nous avons les plantes. Dans une cascade trophique, la présence des prédateurs modifie le nombre ou le comportement des proies. Et cela rejaillit ensuite sur la couverture végétale. Au départ, le parc était dans un état catastrophique. Quand les loups sont revenus, on a vu la végétation recommencer à pousser à certains endroits et maintenant, elle s'étend partout petit à petit. Retour en hiver dans la vallée glacée de la Lamar. Les rivières aux eaux poissonneuses font le bonheur des loutres. Et comme les loups tiennent en respect leur principal prédateur, le coyote, elles peuvent tranquillement s'amuser au soleil. La petite meute dirigée par la louve 9 de 6 a jusqu'ici survécu aux terribles tempêtes de neige. Elle s'est retirée dans un coin isolé de son territoire. Un cadavre de wapiti presque entièrement rongé. Il n'en reste plus grand-chose, même pour les corbeaux et les pies. La louve 9 de 6 prend le vent. Elle est nerveuse. Y aurait-il d'autres loups ? Seule, elle n'a aucune chance de survivre à une attaque. Elle rejoint donc sa meute. Mais elle n'est pas tranquille. Ce jour-là, la menace ne vient pas de l'extérieur.
Et ce sera un coup dur pour la louve 926. Un changement de génération est en cours. À l'approche de sa fille, la louve alpha adopte un comportement de soumission et se couche dans la neige. Sa fille la plaque au sol et appuie de tout son poids. La louve 926 se roule devant elle. Le loup alpha montre clairement qu'il a de la sympathie pour la fille. Ce jour-là, la louve 926 a perdu sa position dominante au profit de sa fille. Ce même hiver, un animal hors du commun a discrètement fait son retour dans le parc. C'est le légendaire puma, le prédateur le plus dangereux d'Amérique du Nord. Il est exceptionnel d'apercevoir un puma au Yellowstone. C'est un félin presque exclusivement nocturne. Ces images ont été tournées avec une caméra infrarouge, à l'extérieur du Yellowstone, tout près de sa frontière nord. Ces derniers jours, une famille de pumas a tué des proies qu'elle est allée cacher au plus profond de la forêt. Les pumas sont surnommés lions des montagnes. Ils seraient aujourd'hui entre 25 et 35 dans le parc. Presque immobile, le chasseur fixe une proie. Il finira par la laisser filer, car ses réserves en nourriture sont encore suffisantes. Certains de ces félins ont pu être équipés de colliers émetteurs. Comme ils sont d'une extrême discrétion, c'est la seule manière de les localiser en dehors de leurs traces.
Le puma cache ses proies pour éviter que des charognards ne s'en emparent. Au Yellowstone, les pumas jouent un rôle presque aussi important que les loups. Leur présence contribue aussi à rétablir l'équilibre au sein de l'écosystème. Le retour des prédateurs n'a pas seulement fait fondre les effectifs de wapitis, il a aussi modifié le comportement des herbivores. Les troupeaux sont maintenant toujours en mouvement, car rester trop longtemps au même endroit faciliterait la tâche de leurs prédateurs. Les déplacements des wapitis entraînent une diminution du surpâturage. Ainsi, la peur du grand méchant loup a permis à la végétation de se régénérer. Les cours d'eau aussi profitent de cette évolution du parc. De nombreuses rives avaient été dévorées jusqu'au dernier brin d'herbe. L'érosion avait alors entraîné leur effondrement et la qualité de l'eau se détériorait. Maintenant, beaucoup de rives se sont régénérées et les rivières aussi. Au plus fort de l'hiver, de nombreux bisons rejoignent les zones thermales du parc. Les sources chaudes font fondre la neige, alors qu'ailleurs, il est pratiquement impossible de débusquer le moindre brin d'herbe sous l'épais manteau blanc. Mais il y a un prix à payer. Car l'eau des sources affiche une forte concentration en fluorure, ce qui abîme les dents des herbivores. Les sources chaudes libèrent par ailleurs la silice contenue dans la pierre volcanique. Tout en est recouvert, y compris l'herbe que broutent les troupeaux. C'est comme du verre pilé. Les bisons à demeure dans cette zone du parc vivent en moyenne 5 ans de moins que les autres. Nous sommes en février. La meute de Wapiti Lake rôde elle aussi depuis quelque temps dans le secteur du volcan. À 10 mois, les jeunes loups ont désormais atteint la taille adulte. C'est bientôt la saison des amours. Le partenaire de la louve blanche, le loup alpha noir, est en permanence à ses côtés. Deux jeunes loups noirs, eux aussi arrivés à maturité sexuelle, suivent le couple pas à pas. Le loup alpha essaie à plusieurs reprises de s'accoupler avec la louve blanche.
Profitant d'un moment d'inattention, un des jeunes loups tente lui aussi sa chance. Le loup alpha s'interpose aussitôt. La hiérarchie est rétablie. Bientôt, la louve blanche se retirera dans sa tanière. Ses petits viendront au monde 6 à 8 semaines plus tard, au printemps. Ces images ont été prises dans un parc à loups en dehors du Yellowstone. Il y a quelques jours, cette louve a accouché de 5 bébés en pleine santé. Dans 2 semaines, ils quitteront la tanière pour la première fois et rencontreront les autres membres de la meute. Ils recevront ensuite de plus en plus de nourriture pré-mâchée et bientôt se bagarreront pour apprendre à chasser. Mais en attendant, ils boivent beaucoup de lait et dorment tous leurs sous. Dans le parc de Yellowstone, les prémices du printemps se font sentir. Même s'il peut neiger jusqu'en juin, les températures grimpent pour la première fois au-dessus de 0. Les grizzlies sont sortis de leur hibernation. Jeunes et vieux, tous meurent de faim et partent à la recherche de racines et d'asticots. C'est l'effervescence de toutes parts. Ce balbuzard pêcheur vient d'attraper une truite. La glace commence à fondre. Depuis le retour des loups il y a 20 ans, le parc national de Yellowstone s'est radicalement métamorphosé. Même si la réintroduction reste critiquée par certains, l'influence positive des prédateurs sur l'écosystème a pu être démontrée scientifiquement. La petite meute de 3 loups va devoir continuer à se battre pour survivre. Malgré d'importants revers de fortune, elle a jusqu'ici toujours réussi à défendre son territoire. La meute de Wapiti Lake, désormais dirigée par la fille de la louve 9 de 6, est imposante et puissante. Elle contribue à préserver l'équilibre dans le parc entre les prédateurs et leurs proies. Et c'est ainsi que le milieu peut se régénérer et la biodiversité s'épanouir. Au Yellowstone, le plus ancien parc naturel au monde.